Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis avec la tribune de vous accueillir à nouveau pour cette deuxième journée. Demain, 12 décembre, c'est le 5e anniversaire de l'accord de Paris, signé en 2015. Je rappelle que l'accord de Paris reposait sur 4 piliers, des engagements de réduction du réchauffement climatique, de limitation à 2 degrés par rapport à la période pré-industrielle et même de 1,5 degré si possible, un accord juridiquement contraignant, avec des contributions déterminées au niveau national par chaque pays signataire, un paquet financier et technologique et une action coopérative pour lutter contre le réchauffement climatique en impliquant tous les acteurs. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Jean Jouzel, qui est climatologue, président de la Société météorologique de France, et avec qui nous allons en parler dans quelques instants, et François-Henri Pinault, le président directeur général de Kering, et qui est le responsable de l'organisation Fashion Pact, qui, on en parlera, implique le secteur de la mode et du textile dans la lutte contre le réchauffement. On en reparlera tout à l'heure. Avant de parler avec vous deux, je voudrais qu'on entende un message de Laurence Toubiana, qui est présidente de la Fondation européenne pour le climat et qui a été ambassadrice pour la France pour les négociations de 2015. Si on peut envoyer la vidéo. Vous voilà réunis comme il y a 5 ans à l'invitation d'Anne Hidalgo. 5 ans où les maires des très grandes villes du monde se sont réunis avant que nous finissions la négociation de l'accord de Paris. Et votre action, votre pression, votre engagement à cette époque a été déterminant pour que nous concluions un accord qui a fait vraiment différence après beaucoup d'années d'essais et d'erreurs. L'accord de Paris, tel qu'il s'est spécifié dans le texte que nous avons tous signé ensemble en décembre 2015, se fixe comme objectif de maintenir le réchauffement climatique très en dessous de 2 degrés et de laisser la porte ouverte à un réchauffement climatique qui ne dépasse pas 1,5 degré par rapport à la période pré-industrielle. Cela signifie des objectifs de réduction des émissions très ambitieux, d'être à net zéro émissions en 2050 et de dessiner une trajectoire cohérente qui permette dès 2025 et de 2030 de baisser les émissions mondiales et de les réduire progressivement de façon rapide. L'accord de Paris spécifie que c'est en 2020 que les pays qui avaient proposé ce que j'appelle des brouillons de plan climat, les contributions nationales, bien avant d'ailleurs que l'accord de Paris soit négocié, que ces pays même devaient, en 2020, au moment où l'accord de Paris rentre vraiment en vigueur, c'est-à-dire s'applique, ces pays devraient présenter leur copie définitive, leur plan climat, et ces plans climat devaient être révisés à la hausse et devaient être cohérents avec les objectifs globaux vis-à-vis desquels les pays se sont engagés. Cela veut dire que en 2020 ou au plus tard en 2021, puisque la conférence des parties due à la crise du Covid a dû être repoussée, ces pays doivent remettre des plans climat plus ambitieux, plus cohérents avec cet objectif de maintien des températures en dessous de 2 degrés. C'est pourquoi il est très important que la pression s'exerce sur tous pour que cette échéance soit vraiment satisfaite, soit remplie. On voit déjà des signes positifs. Je pense à l'Union européenne qui, je l'espère, aujourd'hui ou demain, aura mis vraiment de façon formelle l'engagement de réduire ses émissions de 55% en 2030 par rapport à 1990. On a vu beaucoup de pays ces derniers jours afficher leur volonté d'être à net zéro émission en 2050, la Chine en 2060, la Corée du Sud, le Japon, la Colombie et bien d'autres. Il s'agit maintenant que pour tous ces pays, y compris les États-Unis qui reviennent, et il faut s'en réjouir, dans l'accord de Paris dès que Joe Biden, le président élu, sera en fonction, il faut que tous ces pays nous expliquent ce qu'ils vont faire dans les 10 prochaines années. C'est évidemment à l'aune de la crédibilité de ces mesures qu'on mesurera le réalisme de l'atteinte de cet objectif très ambitieux d'émissions net zéro en 2050. Je veux vraiment vous dire à quel point l'action des villes, des acteurs locaux est centrale pour que les gouvernements se déterminent dans le sens que nous souhaitons.
Pourquoi? C'est parce que vous représentez des citoyens qui, aujourd'hui, dans la majorité des cas, sont très soucieux du changement climatique. Vous êtes les porteurs aussi de ces solutions. Comment finalement décarboner l'énergie que les villes utilisent, décarboner les modes de transport, décarboner aussi et rendre beaucoup plus soutenable et moins émettrice la production et la consommation alimentaire, ou même aller bien sûr au-delà. Donc les villes sont au centre de la mise en pratique de l'accord de Paris, mais ils sont aussi au centre des processus de décision politique. Encore une fois, vous représentez des parties croissantes de plus en plus importantes des populations de vos pays. Vous pesez dans les décisions nationales. Vous transmettez les anxiétés, mais aussi les souhaits des citoyens que vous représentez. C'est le moment pour les gouvernements de tenir leurs engagements de Paris. C'est le moment en 2020-2021 de relever, de formuler des plans pour 2025 et 2030 suffisamment ambitieux. C'est le moment, cette décennie est décisive. C'est le moment où on doit vraiment renverser la courbe des émissions. Et me semble-t-il, pour cela, les villes ont un rôle absolument central à jouer. D'abord parce que vous mettez en place ceux qui vont être les moteurs de la réduction de ces émissions, tant du point de vue de la mobilisation des citoyens que de votre action propre, mais aussi parce que vous pouvez être des éléments absolument centraux dans la prise de décision des gouvernements, dans le courage qu'ils doivent manifester pour avoir une vision à moyen et long terme et mettre en œuvre tout de suite les mesures nécessaires. C'est très important et je voudrais qu'à Glasgow, être sûr que les maires des grandes villes, avec les gouvernements, ensemble, prennent ces engagements de façon ferme, démontrent que ces engagements sont crédibles parce que vous savez comment faire et parce que les gouvernements savent comment faire. C'est de cette ambition conjointe, je crois profondément, que se lie le succès de l'accord de Paris. Nous avons fait beaucoup de progrès en 5 ans pour montrer que les technologies disponibles sont aujourd'hui compétitives dans une large part. Nous savons aujourd'hui comment aller vers des émissions net zéro très largement. Il faut donc maintenant que vraiment tous s'engagent de façon transparente, que ce soit les gouvernements, les autorités locales, mais aussi les entreprises et les institutions financières. Je compte pour vous parce que vous êtes au centre de tous ces processus. Et je sais que, à l'invitation d'Anne Hidalgo, vous saurez aujourd'hui transmettre ce message qui est vraiment essentiel pour que la COP26 à Glasgow soit une réussite et que l'anniversaire de Paris soit un anniversaire heureux. Merci. Bien, merci. Merci à Laurence Soubiana d'avoir adressé ce message. Évidemment, les circonstances de la crise sanitaire font qu'elle n'a pas pu être avec nous ce matin, mais on l'a entendu. Alors, pour la même raison, mais aussi en vidéo, elle a cité Glasgow. Glasgow, c'est la COP26. C'est donc la première ministre écossaise qui va nous adresser maintenant, elle aussi, un message pour faire le pont avec l'accord de Paris. Merci de lancer la vidéo de Nicolas Sturgeon. Bonjour. Écoutez, très bientôt, les yeux vont se tourner vers Glasgow pour le lancement de la COP26. Ce sera le plus grand sommet depuis la COP21 à Paris il y a 5 ans et probablement une des plus grandes rencontres du siècle sur le changement climatique. Ce qui va se passer ici, eh bien entendu, c'est un honneur, immense honneur pour Glasgow et pour l'Écosse. Mais l'impact de la conférence sera bien plus grand encore. Nous avons pour objectif de vraiment jouer un rôle primordial avec les autres gouvernements également afin d'obtenir des résultats ambitieux. Bien entendu, l'Écosse essaye déjà de montrer l'exemple. Nous avons déjà décidé d'obtenir 75% de réduction des émissions d'ici à 2030 et net zéro d'ici à 2045. Et nous avons mis en place les actions nécessaires pour y parvenir. Par exemple, nous avons réalisé des progrès significatifs pour décarboniser la production d'électricité et nous avons désormais commencé à faire la même chose pour le chauffage et le transport. Nous avons également une expertise offshore pour pouvoir développer des solutions alternatives telles que l'hydrogène. L'Écosse relève donc les nombreux défis
qui sont associés à cet objectif net zéro émission. Cela crée des nouveaux emplois, de nouvelles technologies et plus de bien-être et un pays plus vert. Donc, nous allons mener à bien des politiques qui vont nous permettre de réduire les émissions et nous espérons aussi pouvoir, lors de la reprise après Covid, pouvoir mettre en place cette transition verte. Alors, il y a beaucoup à apprendre, beaucoup à gagner, à avoir un partenariat international. C'est pourquoi nous travaillons avec le gouvernement à tous les niveaux. Nous coopérons avec les autorités locales et régionales dans le monde entier. La déclaration sur la biodiversité qui a été conclue au début de l'année explique de quelle façon nous allons le faire. Madame Hidalgo a signé la déclaration cette semaine au nom de la ville de Paris. La déclaration définit l'engagement commun pour pouvoir lutter contre la perte de biodiversité et il s'agit d'accroître les ambitions de l'ensemble des membres. L'Écosse vraiment souhaite que les autorités locales et régionales fassent preuve du même leadership lors de la COP 26. Nous allons le faire non seulement en tant que coprésident européen de la coalition, mais en travaillant ensemble, nous allons pouvoir arguer en faveur d'une action internationale. Une autre priorité pour l'Écosse en lien avec la COP 26, c'est d'œuvrer pour plus d'inclusion. Il y a une urgence climatique et ce sont ceux dans le Sud qui en sont les plus victimes. Donc, il est important que ces personnes soient également impliquées dans le processus. Et ce forum, c'est l'opportunité de discuter des façons d'y parvenir, de parler des avancées réalisées depuis l'accord de Paris et de ce qu'il reste à faire. Et vraiment, je suis ravie de pouvoir y prendre part. L'an prochain, bien entendu, je serai ravie de vous accueillir tous dans ma ville natale, Glasgow, pour la COP 26. Nous espérons que cette conférence suivra les traces de la COP 21 à Paris il y a 5 ans et nous permettra de mieux lutter contre le réchauffement climatique. Nous ferons tout ce qui est en notre possible pour faire en sorte que cette conférence soit une réussite et parvenir à nos objectifs. Bien, on a entendu la parole des États. Maintenant, avec vous, peut-être revenir, Jean Jouzel, sur la parole des scientifiques. Vous tirez la sonnette d'alarme depuis très longtemps. Je ne vais pas rappeler depuis quand vous avez dit que le réchauffement climatique est une réalité. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on est en 2020. On a l'année, probablement en France, la plus chaude de notre histoire. Et les 5 années qui nous séparent de l'accord de Paris ont été les plus chaudes de l'histoire de la planète. Est-ce que vous êtes pessimiste? Donc, par rapport à... D'abord, par rapport à la qualité du message scientifique, non. Vous aviez raison. Oui, presque plus raison que nous ne l'envisagions. C'est-à-dire que le climat que nous vivons aujourd'hui est vraiment celui qui avait été envisagé dans les années 80, dans le premier rapport du GIEC, alors que ce soit pour le rythme du réchauffement climatique, 2 dixièmes de degré par décennie, mais aussi l'élévation du niveau de la mer qui s'accélère, le réchauffement qui est plus important dans l'Arctique, disons, cette perception d'événements extrêmes de plus en plus intenses ou fréquents. Et cela, effectivement, ça doit nous inciter à prendre au sérieux les projections de ces mêmes modélisateurs du climat d'ici 2050. Donc, oui, effectivement, les 5 dernières années ont été les plus chaudes, disons à partir de 2016, avec de celles qu'on ait connues depuis 150 ans. En fait, les 6 dernières années avec 2020. 2020 fait la tête en course, fait la course en tête, alors avec 2018 et 2016 au niveau planétaire, 2019 et 2016. Mais ce qui est remarquable, c'est que effectivement, 2020 est une année sans phénomène El Niño. Donc c'est une année vraiment, le réchauffement est là, il est là dans l'élévation du niveau de la mer. La réalité du réchauffement climatique ne discute plus. On a la réalité du réchauffement, on a aussi les conséquences du réchauffement. On commence à avoir des catastrophes naturelles, des feux. Alors tout n'est pas forcément lié. Évidemment, il y a aussi la question de la façon dont l'homme exploite les ressources naturelles. On a aussi beaucoup parlé de biodiversité, on l'a vu à Glasgow. Mais sur l'accord de Paris, Jean Jouzel, on n'y est pas. On n'y est pas du tout. Donc, est-ce que vous pensez qu'on est encore en mesure, la planète, on sait qu'on n'a pas de planète B, on est encore en mesure de rattraper la trajectoire? Alors, je vais pas ajouter trop de chiffres à ceux qui ont été mis en avant par Laurence Tubiana, mais rappeler quand même que quand Laurence parle de relever l'ambition de l'accord de Paris, ce n'est pas à la marge qu'il faut le faire, puisque sur la période, sur les 10 prochaines années,
il faut multiplier par 3 les engagements des pays si on veut rester sur une trajectoire compatible avec 2 degrés par 5 pour 1,5 degré. Non, ce n'est pas à la marge. Donc ce qu'il faut faire est énorme. Rappelez aussi que le rôle très important des villes, les villes, ce sont 70% des émissions de gaz à effet de serre. Et je veux saluer évidemment en cette journée anniversaire le travail d'Anne Hidalgo au niveau de cette réunion des 1000 maires il y a 5 ans, de ces Climate for City, c'est très important. Il faut voir qu'en 2050, on voit bien que 2050 sera une année très importante, la population des villes sur la planète aura doublé. Donc de 3 milliards à 6 milliards d'habitants. Donc c'est tout cela qu'il faut mettre en œuvre. Et est-ce qu'on peut toujours faire quelque chose? Eh bien effectivement, il faut que tout le monde s'y mette, les villes, mais aussi les territoires. Il faut que tout le monde regarde dans la même direction. Et je sais que François-Henri Pinault nous dira que les entreprises jouent le jeu. C'est tout cela qui est important. L'éducation, les collectivités locales, les collectivités territoriales. C'est là que ça se joue quand on regarde en termes de... Je redis à chaque fois qu'en France, chacun d'entre nous, nous sommes... disons simplement la façon, par notre mobilité, le domestique, le logement, par notre alimentation, disons responsable quand même de la moitié des émissions au moins. Jean Jouzel, nous sommes tous concernés. Les jeunes sont extrêmement mobilisés. On voit, ils vont manifester d'ailleurs pour cet anniversaire du 5e anniversaire. Ils vont manifester probablement dans plusieurs villes. Ils l'ont annoncé. Il y a une mobilisation et il y a une COP26 qui arrive. Est-ce que aujourd'hui les États, on a la Convention citoyenne pour le climat en France. Est-ce que les États prennent suffisamment de mesures? Est-ce qu'ils sont à la hauteur des choses? Est-ce que les mesures de la Convention citoyenne, le débat sur le tout ou rien des 149 mesures, qu'est-ce que vous avez comme message à adresser très rapidement? Point positif, les États affichent à long terme, à 30 ans, des objectifs très ambitieux. Mais globalement, ils n'en prennent pas l'ambition sur les 10 prochaines années. C'est bien ça le constat. Et je ne crois pas qu'on pourra mettre en route la neutralité carbone en 2045. Il faut la mettre en route tout de suite. Donc les États jouent leur rôle, mais il faut vraiment aller beaucoup plus vite dans cette matière, oui. Merci beaucoup. Jean Jouzel, alors j'aimerais maintenant qu'on passe un petit moment à discuter du rôle des entreprises avec François-Henri Pinault. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président directeur général du groupe Kering, groupe de luxe, mais vous avez une initiative que vous représentez pour l'ensemble du secteur et que vous animez. Vous avez présenté dans l'enceinte du G7 qu'on appelle le Fashion Pact. Alors qu'est-ce que c'est le Fashion Pact et en quoi est-ce que vous pouvez contribuer aux problèmes qui nous préoccupent aujourd'hui? Écoutez, le Fashion Pact, c'était l'initiative du président Macron en avril 2019, qui a eu cette vision qu'il fallait rapprocher les entreprises des gouvernements pour travailler ensemble sur les enjeux environnementaux et par ailleurs de renforcer l'implication des entreprises face aux enjeux environnementaux en créant des coalitions par secteur d'activité pour que ces entreprises non seulement soient plus ambitieuses et travaillent ensemble. Donc on a créé ce Fashion Pact à cette occasion. Alors les experts estiment que pour qu'un secteur industriel puisse changer ses pratiques et faire basculer ses pratiques, il faut à minima obtenir 20% des volumes d'activité qui basculent. Le Fashion Pact, on est aujourd'hui à plus de 35% des volumes d'activité mondiaux de cette industrie textile et mode. Donc on est en position de faire bouger les choses très sérieusement. Et donc on s'est engagé, nous sommes aujourd'hui un peu plus de 60 entreprises, c'est plus de 250 marques, ce sont des producteurs comme le groupe Rouilly en Chine, des distributeurs, des marques qui travaillent ensemble. Et on travaille sur 3 thèmes. Le changement climatique, où on prend des engagements très précis, bien sûr, pour viser la neutralité carbone en 2050, mais les engagements opérationnels sont plus courts, c'est 2025 et 2030. La biodiversité, protection et restauration de la biodiversité, et enfin la protection des océans, et en particulier en ce qui concerne l'élimination des plastiques à usage unique. Donc voilà les grands thèmes d'engagement des entreprises, et sur chacun de ces thèmes, on a des objectifs très, très opérationnels qui ont été définis et qui ont été présentés au G7 fin 2019, en août 2019 à Biarritz. Alors vous l'avez dit, l'un des points importants dans l'action des entreprises, c'est la mesure effectivement de leurs actions. Et on sait bien, dans le secteur mode et textile, il y a ce qu'on appelle la fast fashion. Alors, elle a évidemment des engagements de responsabilité par les volumes qu'elle implique. Est-ce que la fast fashion arrive à suivre le rythme qui est peut-être plus facile pour des groupes qui ont des volumes moins importants, mais pour des volumes très, très élevés, c'est plus difficile. Et c'est un des principaux pollueurs de la planète, on le sait.
On a tous les mêmes enjeux. Vous savez, on utilise les mêmes matières. Alors, il y a des spécificités particulières entre des les niveaux de segments qualité luxe qui ne sont et pas les oui, mêmes. mais on utilise du coton, on utilise du cuir, on utilise de la laine, on utilise de l'énergie. Donc, les engagements, et je peux vous dire que les groupes comme Inditex, donc c'est Zara, H&M, Nike, Adidas, qui font partie du Fashion Pact, pour ne citer quelques-uns de ces grands acteurs de la fast fashion, sont très avancés sur ces objectifs-là, qu'il s'agisse d'utiliser des énergies renouvelables. On a par exemple sur le changement climatique, on s'engage à utiliser à minima 50% de notre énergie qui vient des énergies renouvelables en 2025 et 100% en 2030. On est déjà très avancé. On a un tiers, et en particulier ces grands groupes, un tiers des adhérents du Fashion Pact qui dès l'année prochaine seront au-dessus de 50% d'utilisation des énergies renouvelables à l'échelle internationale. Sur la biodiversité, c'est l'élément où on était assez en retard dans les entreprises. La biodiversité n'est pas considérée comme parmi les enjeux, ou en tout cas les actions où les entreprises pouvaient vraiment bouger aussi. 80% des adhérents du Fashion Pact, quand on a créé le Fashion Pact, n'avaient pas réellement de plan d'action sur la biodiversité. Dès fin 2020, donc là, c'est la première année, tous les adhérents ont mis en place dans leur entreprise une stratégie et des plans d'action liés à la biodiversité en collaboration avec Conservation Internationale. Et sur les plastiques à usage unique, pareil, on s'est engagé sur tous les emballages consommateurs dès 2025 à supprimer tous ces emballages qui ne sont pas indispensables et 2030 pour les emballages industriels de la même façon. Donc on bouge beaucoup, y compris et surtout les grands acteurs du fast fashion. Alors, en la matière, on parle beaucoup aussi du rôle de leadership. Alors, vous représentez le secteur du luxe. Un des points pour les jeunes, pour les consommateurs, c'est d'entraîner finalement aussi les changements. Est-ce que vous ressentez, est-ce que vous avez une responsabilité particulière, vous, représentants du secteur du luxe, pour changer les mentalités? Parce que le luxe, c'est quelque chose justement qui a à voir avec la biodiversité, la qualité, le respect des matières. En réalité, les valeurs du développement durable sont intrinsèquement dans la définition, en tout cas dans notre vision du luxe, des entreprises de luxe. On ne peut pas, si on ne prête pas attention à la préservation de nos pratiques, de nos matières, ça serait un suicide collectif. Donc le développement durable fait partie des notions de luxe. Et je considère que ce sont dans les deux responsabilités fondamentales d'une entreprise de luxe que sont le risque créatif, et c'est à nous d'infuser la création dans cette industrie globale, et c'est à nous d'innover, de trouver des solutions environnementales et les partager gratuitement avec l'ensemble de l'industrie. Je pense que ça, ce sont des responsabilités fondamentales et inhérentes aux marques de luxe. C'est pour ça que j'ai accepté en tant que groupe de luxe de prendre la responsabilité du Fashion Pact. C'est en ça aussi que beaucoup de marques de luxe nous ont suivis dans le Fashion Pact. Alors vous représentez aussi ici le monde de l'entreprise. Les entreprises comme les villes, vous représentez la société civile, n'étaient pas associées à l'accord de Paris, mais celui-ci pourtant nous engage tous, à la fois citoyens, consommateurs et entreprises. Et on voit que les consommateurs et les clients sont les drivers, peut-être les salariés aussi, de ce changement climatique, de cette prise de conscience. Au nom du monde de l'entreprise, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une accélération, prise de conscience que la décennie qui vient, peut-être même les 5 années qui viennent sont décisives pour changer les mentalités et accélérer la lutte contre le changement climatique? Il y a plusieurs choses. D'abord, il y a une prise de conscience très importante des dirigeants d'entreprise. Et ça part de là. Le Fashion Pact, c'est aussi l'implication personnel des dirigeants d'entreprise, de tous les adhérents. Ça, c'est quelque chose auquel j'attache beaucoup d'importance. Donc, il y a une prise de conscience très forte, d'une part. Et d'autre part, vous avez aussi, autour de nous, que ce soit les consommateurs ou nos collaborateurs, un effet générationnel normal qui fait que de plus en plus nos collaborateurs sont de générations qui sont nativement, qui pensent nativement développement durable. Donc, et ça fait partie des très rares certitudes que nous avons quand nous regardons le futur de notre industrie. Soit nos industries deviennent propres et il y aura un futur, soit il n'y en aura pas. Donc les questions ne se posent plus. On ne sera pas récompensé en étant propre, en étant compatible avec tous les enjeux du développement durable. En revanche, on sera puni si on ne l'est pas. Donc les questions ne se posent plus. La question maintenant, c'est d'assumer nos responsabilités. Les entreprises sont un des principaux responsables de la situation. À nous d'assumer nos responsabilités et de trouver les solutions et de les mettre en place. Alors vous avez un point commun tous les deux,
c'est le Stade Rennais. Oui. Jean-José, on n'est pas là pour parler de football, mais néanmoins, quand même, en ces une moments où tout le monde est un certaine peu, on n'est pas tous détendus avec ce confinement. Jean-José, le Stade Rennais, c'est pas forcément la meilleure saison, mais ils vont se rattraper. Non, mais dimanche à Nice, c'est une victoire assurée, hein, François-Henri. C'est pas gagné à 13h. Rendez-vous à 13h à Nice dimanche prochain. Alors, on peut demander aux propriétaires du Stade Rennais, peut-être, non, pas des pronostics, mais c'est vrai que pour le monde aussi, on n'y pense pas assez, mais le monde du spectacle, le monde des artistes, le monde du sport, c'est extrêmement difficile. Oui, on vit une période, cette pandémie de la Covid-19 touche l'intégralité de la société, y compris le monde du sport qui souffre énormément. À nous de nous adapter, à nous de trouver des solutions. Mais vous savez, ce qui arrive là est aussi lié à un phénomène lié à la biodiversité à l'origine. Donc on retrouve, y compris dans une pandémie comme celle-là, un lien très fort avec les enjeux du développement durable. Donc le chose se fait. Et en ce qui concerne le Stade Rennais, le professeur étant un de nos fans les plus fervents. Un des plus fervents supporters. On fait tout ce qu'on peut et tout ce qu'il faut faire. Parce que vous êtes tous les deux natifs de cette belle région qu'est la Bretagne. Et ça me permettra peut-être de conclure là-dessus. Jean Jouzel, on vit une période, je le disais, extrêmement dure pour toute l'humanité. Et ça, c'est la question de la pandémie, effectivement un lien avec la biodiversité. Ce sujet de l'humanité, finalement, ce qu'on vient de vivre en 2020, est-ce que paradoxalement, c'est peut-être pas aussi le réveil qui nous permet aussi de voir que aujourd'hui, il n'y a pas de planète B, on le sait tous, et donc il faut changer. Est-ce que ça nous a pas finalement tous transformés et rendus non pas spécialement écolos, on l'était sans doute déjà au départ, mais prêts à comprendre ce qu'il fallait faire pour agir dans les années qui viennent? Oui, en tout cas, ça nous a permis de comprendre effectivement, disons que le manque de solidarité dont nous avons fait preuve collectivement peut-être, et en particulier certains pays depuis quelques années, eh bien, n'est pas la solution. C'est la solidarité qu'il faut face au Covid, c'est aussi la solidarité internationale et à tous les niveaux qu'il faut face à la lutte contre le réchauffement climatique. Cette notion de solidarité a été un peu absente les dernières années dans ces domaines et c'est un des enseignements, effectivement. On peut disons vraiment se mettre ensemble par rapport à ces problèmes, c'est absolument nécessaire. François Pinault, la solidarité, l'engagement, le collectif, la coopération entre tous les acteurs, personne n'a soit seul la solution, mais c'est finalement ça aussi que vous représentez dans le Fashion Pact, la possibilité d'entraîner tout le monde dans un, oui, tout à fait. Un monde meilleur. Seul, on n'y arrive pas. Si chacun fait son travail dans son coin, on n'a pas de masse critique. Donc il s'agit de travailler ensemble sur les mêmes objectifs, avec la même ambition, en même temps, pour avoir cette masse critique et pour pouvoir transformer et répondre aux enjeux environnementaux qui sont les nôtres. Et j'ajoute une chose, c'est que les grands acteurs parmi les entreprises, pas que l'industrie textile et de la mode qui est la mienne, mais globalement, sont en général tous des entreprises cotées en bourse. Si les marchés financiers, ce qui est en train d'arriver, prennent conscience aussi des enjeux et mettre au même niveau que les enjeux financiers, les enjeux environnementaux, et je peux vous dire que depuis 2 ans, par exemple, un groupe coté comme le mien, nous faisons aussi des roadshows, c'est-à-dire des présentations aux investisseurs du monde entier, non seulement sur nos critères financiers, mais sur des critères spécialement liés à l'environnement, aux enjeux sociaux et aux enjeux de gouvernance des entreprises. C'est très nouveau, ça, depuis 2 ans. Si les marchés financiers mettent autant de pression sur les enjeux et les indicateurs environnementaux qu'ils le font sur les indicateurs financiers, ça peut faire basculer extrêmement vite les plus grands groupes mondiaux dans toutes les industries. Absolument, on en parlait d'ailleurs hier et on en parlera aujourd'hui, la finance verte, les critères ESG, c'est peut-être ça aussi qui va aider à transformer le monde. Il nous faut malheureusement rendre l'antenne, on aurait bien continué pendant longtemps à parler avec vous. Merci. À tous les deux.